je ne vous vois toujours pas, mais ce que Ah, merci aux organisateurs de remettre un peu de lumière sur la salle. Étant donné qu'il ne nous reste que 16 ou 17 minutes, on est prié d'évacuer à 13 heures, de façon à pouvoir reprendre cet après-midi. Je me tourne tout de suite vers vous et vos questions, parce que le champ de ce que nous avons abordé ce matin est large et peut-être vos questionnements sont focalisés sur telle ou telle partie. Je ne vois pas. Francis? Oui. Francis ? Je voudrais revenir sur les cellules souches et sur la découverte de ce japonais qui finalement change du tout au tout le problème. Puisque, comme vous l'avez expliqué, on prend une cellule quelconque et on en fait une cellule qui peut se multiplier. Donc, est-ce que finalement, la loi actuelle nous permet d'utiliser ces cellules avec la méthode japonaise, si je puis dire? Bien sûr, mais il n'y a pas seulement, je crois que les questions éthiques, c'est ce qu'on a souligné dans le dernier avis du comité consultatif sur cette question, il n'y a pas seulement la question de d'où viennent les cellules qui pose un problème éthique, il y a la question de que fait-on avec ces cellules. Et donc ces cellules prélevées à partir de la peau ou ailleurs, qui ne sont pas exactement des cellules embryonnaires. C'est des cellules qui reprennent des caractéristiques de cellules embryonnaires. Il y a toute une série d'études pour savoir justement quelles sont éventuellement les différences. Mais ces cellules, par exemple, il y a un intérêt, il y a des papiers qui ont été publiés récemment, disant on peut les transformer en spermatozoïdes. On pourra sans doute, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, les transformer en ovules. Les personnes qui ont publié la transformation en spermatozoïdes ont dit ça serait intéressant parce que ça permettrait de traiter la stérilité. Que pensons-nous, au moins la question mérite d'être posée, d'un enfant qui serait conçu à partir de la cellule de la peau d'une personne qu'on a transformée en spermatozoïde? Peut-on envisager l'utilisation de ces cellules à titre de fécondation ou pas? À partir du moment où on peut transformer une cellule de la peau en ovocyte et en spermatozoïde, on peut, à partir d'une cellule de la peau d'un homme qui est XY, fabriquer à la fois un spermatozoïde et un ovocyte. On pourrait en faire une fécondation in vitro et on aurait l'équivalent d'un enfant beaucoup plus semblable à la personne dont elle est issue qu'un clone, parce que je vous rappelle que lorsqu'il y a clonage, les mitochondries ne viennent pas du corps de la personne qui a été donneuse. Les mitochondries qui sont dans l'ovule, les mitochondries, voilà, qui est une autre partie du patrimoine génétique. Voilà, on parle toujours des gènes, une moitié du père, une moitié de la mère qui sont dans le noyau de la cellule, mais ce qui est transmis, c'est aussi de l'ADN qui est dans les mitochondries, qui sont des petites cellules à l'intérieur de nos cellules qui nous permettent de fabriquer de l'énergie à partir de l'oxygène que nous respirons, et elles sont transmises par la mère. Et donc lorsque vous mettez un noyau d'une cellule de la peau dans un ovule, eh bien les gènes vont être ceux de la cellule de la peau, mais les mitochondries vont être celles de l'ovule. Par contre, dans ce que je viens de vous indiquer, un spermatozoïde et un ovule fabriqués à partir d'une cellule de la peau, eh bien les mitochondries et les gènes viennent de la cellule de la peau. Doit-on pouvoir le faire ou pas? Je prends une question encore plus simple. Pour savoir si le spermatozoïde dérivé à partir d'une cellule de la peau est un véritable spermatozoïde, eh bien il faut savoir s'il est fécondant. Pour savoir s'il est fécondant, il faut le mettre en présence d'un ovule et voir si cet ovule est fécondé. Mais quand on fait cette expérimentation, on aura créé un embryon à seule visée de voir si le spermatozoïde est un spermatozoïde. Peut-on s'autoriser cette expérience? En d'autres termes, peut-on poser la question scientifique de savoir si on peut créer un spermatozoïde à partir d'une cellule de la peau? Donc voilà, il y a d'autres exemples. Ce n'est pas parce que l'origine de la cellule ne nous pose pas de problème éthique que ça veut dire... Beaucoup de gens ont dit, voilà, l'origine embryonnaire d'une cellule pose un problème éthique. L'origine venant de la peau d'une cellule n'en pose pas. Donc il y a des recherches qui posent des problèmes éthiques et d'autres qui n'en posent pas. Il n'y a pas que l'origine de la cellule qui est une question, il y a ce qu'on va faire. Et donc les recherches sur les cellules souches adultes depuis 5 ans, c'est une révolution. Et comme toutes les révolutions scientifiques,
ça peut apporter des solutions à des problèmes éthiques anciens, mais ça crée des problèmes éthiques nouveaux. Il n'y a pas de révolution scientifique qui ne crée pas des perspectives nouvelles et donc des questions éthiques nouvelles. Et donc je crois qu'il faut éviter de sacraliser ou de cristalliser les problèmes éthiques sur des questions comme d'où vient la cellule, parce qu'à ce moment, on ne regarde plus les questions éthiques qui peuvent se poser, qui sont au cœur de la démarche scientifique et de la démarche médicale. Ce qu'on a proposé aussi, c'est que ces questions mériteraient une réflexion avant que les premiers résultats ne soient publiés, parce que lorsqu'on attend, comme ça a été le cas pour les cellules souches embryonnaires, comme ça a été le cas pour la fécondation in vitro, lorsqu'on attend pour commencer à se poser des questions éthiques que les résultats soient déjà obtenus, il y a un effet de sidération. C'est comme le clonage. On ne réfléchit pas sereinement parce qu'on est sidéré. Et donc il y a intérêt, même si beaucoup de gens trouvent que c'est perdre son temps que de réfléchir à des problèmes avant qu'ils ne surviennent, moi je crois que c'est gagner beaucoup de temps que de réfléchir aux problèmes qui pourraient se poser, parce que même si ce type de problème ne se pose pas, on a gagné en réflexion ce qu'on peut appliquer ensuite à d'autres questions et à d'autres problèmes. Valérie de Pat-Sébac, vous vouliez réagir pour suivre la réflexion de Jean-Claude Amezen. Prenez un micro. Oui, je peux peut-être revenir alors sur les problèmes puisqu'on a finalement peu parlé d'assistance médicale à la procréation et justement à ce moment-là de recours aux tierces personnes. Peut-être y a-t-il des questions d'ailleurs sur... Bon. Le recours à un tiers. Le recours à un tiers fait vraiment l'objet de la polémique la plus vive. Alors j'en ai parlé rapidement, mais c'est aussi toute la question de la biologie et de la part biologique dans nous-mêmes, puisque c'est ça aussi la question sur les cellules. Bien souvent, enfin une grande partie des juristes notamment et des psychanalystes, puisque beaucoup de corps de métiers, médecins, anthropologues, psychanalystes, philosophes, se préoccupent de biomédecine et de bioéthique. Bien souvent, on reproche à ceux qui prônent vivement, et dont je fais d'ailleurs partie, la levée de l'anonymat, une vision justement biologique de la filiation. Et je les comprends. Sincèrement, j'ai hésité moi-même au début de mes recherches à opter, entre guillemets. Bon, finalement, il s'avère que le droit ne nous laisse pas tellement le choix pour les raisons que je vous ai précédemment expliquées relatives à l'état civil. Est-ce qu'on peut s'orienter vers ce qu'on appelle une vision biologique de la filiation? Bien, je crois que telle n'a jamais été la vision du droit français. Je vous ai parlé de deux types de filiation charnelle et adoptive. Mais ce qu'on appelle la filiation charnelle, c'est aussi c'est certes la procréation naturelle, mais à laquelle s'ajoute un acte de volonté. Pour que votre enfant, issu de vos forces reproductives, soit votre enfant, il faut soit que vous soyez marié si vous êtes un homme, que vous l'ayez reconnu si vous n'êtes pas marié, et puis si vous êtes une femme, tout au moins que vous ne soyez pas opposé à la divulgation de votre identité. Donc on ne recourt à la part biologique de nous-mêmes que lorsqu'elle est confortée par un acte de volonté. Et en matière d'anonymat des dons de gamètes et donc de patrimoine génétique, il n'est question pour personne d'instituer un lien de filiation entre le donneur, la donneuse ou le couple de donneurs en matière de dons d'embryon et l'enfant qui est né de leur don. Il est simplement question de reconnaître à l'enfant, qui devient un adulte, le droit à ce qu'on appelle l'accès à ses origines, c'est-à-dire le droit de choisir si oui ou non il veut savoir ou identifier en tout cas quelle est la personne grâce à qui il est venu au monde et qui lui a fourni une partie de son patrimoine génétique. Voilà, donc il ne s'agit pas de biologiser la filiation, il s'agit simplement aujourd'hui de donner ce choix à la personne qui sera née de ces circonstances. Et vous savez, en matière d'intérêt de l'enfant, même en matière d'intérêt de la famille, la bioéthique, c'est un domaine de réflexion interdisciplinaire qui réunit beaucoup de professionnels, mais personne, je crois que vous serez tous d'accord, personne ne détient la vérité absolue. Simplement, il y a des opinions.
Voilà. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une chose qui est une vérité absolue, c'est la voix qu'on entend aujourd'hui des enfants qui sont nés d'un don, qui disent qu'ils sont heureux d'être nés. Évidemment, qui sont heureux d'être les enfants de leurs parents, mais que simplement, ils voudraient connaître la personne qui a fait de ce don. Certains disent ne serait-ce que pour lui dire merci, d'autres disent pour connaître aussi son histoire, pour savoir d'où je viens en partie. Donc voilà, le débat a été clos par la loi de juillet 2011 récemment. Je pense qu'il est loin d'être définitivement clos. Corinne Pelluchon. Moi, je vais être très rapide. Pour revenir sur les cellules induites à la pluripotence dont a parlé Jean-Claude, il y a peut-être aussi deux problèmes. D'abord, c'est que c'est vrai que ces cellules pourraient fournir une fontaine de jouvence, peut-être, mais peut-être, ça pose quand même le problème de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et le deuxième problème, c'est quand même l'accès. L'accès, je pense que le coût économique fait que ce serait difficilement démocratisé. Enfin, là, je crois que parce que la question, par exemple, de fournir ces cellules, même pour faire des greffes d'organes où il n'y aurait pas le problème de la compatibilité, là, après, qui pourrait se permettre de s'offrir cela? C'est quand même toujours... Les techniques n'arrivent jamais dans un contexte social qui est une page vierge. Il y a toujours un contexte social déterminé. Je crois qu'il y a deux questions dans ce que tu poses. Moi, je parle de recherche. Je crois que chaque fois qu'on annonce, le simple fait d'avoir appelé clonage thérapeutique, une technique qui était une technique de recherche, c'est-à-dire fabriquer des cellules à partir d'un noyau, était d'une certaine façon une escroquerie vis-à-vis du public. On fait une recherche, on ne sait pas quand ni comment elle sera applicable. Ce qu'on sait, parce que le passé nous l'enseigne, c'est que plus la recherche est intéressante, plus elle est bonne, plus elle crée de la nouveauté, et plus la probabilité est grande que des applications thérapeutiques souvent imprévues en surgissent. Donc je crois qu'il ne faut pas justifier des recherches par le bénéfice thérapeutique qu'on espère qu'elles donneront un jour, il faut les justifier sur l'intérêt et la qualité de la recherche. Or, dans ce domaine, dire nous ne ferons pas de recherche, par exemple que je prenais hier, sur des thérapies anti-sida, sur la thérapie génique, sur les greffes d'organes, sur les cellules souches, parce que si jamais un jour elles donnèrent des applications thérapeutiques, nous ne sommes pas sûrs que ces applications thérapeutiques pourraient être fournies à tout le monde. Je pense que c'est mélanger deux problèmes. Il y a un scandale aujourd'hui que j'évoquais hier, que des thérapeutiques qui existent, qui ne sont pas chères, qui ne sont pas couvertes par des brevets, ne sont pas données actuellement dans le monde alors qu'elles existent. Donc il y a un problème de fond qui est comment faisons-nous pour que lorsque nous avons des médicaments, nous n'excluons pas les autres. Les hôpitaux que nous construisons, on pourrait très bien dire, et c'est vrai malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas construire un hôpital comme ceux que nous construisons, parce qu'on ne peut pas faire la même chose partout dans le monde. Et il n'y a qu'à voir l'état des hôpitaux dans les pays pauvres. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. On essaye de construire les meilleurs instruments thérapeutiques ou qui maintiennent la santé, et on fait ensuite l'effort de faire en sorte qu'ils soient distribuables. On ne va pas dire on se prive de médicaments, et d'ailleurs personne ne le dit, parce qu'éventuellement on ne réussirait pas à les distribuer à tout le monde. Je crois qu'il y a deux efforts complémentaires. Donc on ne sait pas combien coûtera une thérapie dont on ne sait même pas si elle existera et sous quelle forme, mais je pense que ce type de révolution peut donner lieu à des traitements qui n'ont rien à voir avec l'utilisation de ces cellules. Si on comprend, par exemple, comment une cellule peut se transformer de telle manière et avoir tel effet, eh bien, on peut éventuellement utiliser les produits qui permettent de l'obtenir pour avoir le même effet. Donc là encore, je crois que la focalisation de la société sur les cellules souches permettent des choses dont on ne pensait pas qu'elles étaient possibles. Donc il faudra les utiliser comme médicaments, est un syllogisme. Elles montrent des choses qu'on croyait impossibles, et donc on pourra peut-être faire demain des choses qu'on croyait impossibles sans avoir à utiliser ces cellules à partir desquelles on obtient ces renseignements. Je voulais juste dire un point sur la question, sur la cohérence de la question de l'identification des donneurs de gamètes. Ça pose une grande question pour laquelle il n'y a pas de réponse facile. C'est l'anonymat dans le don. Est-il une valeur essentielle? Et les brèches à l'anonymat, que ce soit en don d'organes, en don de gamètes, posent-elles un problème grave? Ou l'anonymat n'est pas
quelque chose d'essentiel et on peut au cas par cas le lever. Moi, je crois que la grande question, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le lien entre anonymat, contrat et gratuité. Parce que si vous avez quelque chose qui est nominatif, eh bien, la tentation est grande. On le voit d'ailleurs dans les pays où c'est nominatif. On vend des spermatozoïdes et des ovocytes aux États-Unis parce que le don n'est pas anonyme. Et donc, on choisit le futur donneur ou la future donneuse. Et un spermatozoïde ou un ovocyte d'une femme qui est professeure à Harvard vaut beaucoup plus cher, pour des raisons qu'on pourrait discuter, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que ça vaut plus cher, que l'ovocyte d'une personne qui n'est pas professeur à Harvard. Donc je crois que la question, c'est pas tellement, bien sûr qu'il y a toujours des problèmes contradictoires, bien sûr qu'on peut souhaiter ses origines, c'est comme les tests de paternité. Un enfant peut vouloir savoir, c'est ses origines, si son père est le donneur du sperme dont il est né. Et donc il devrait pouvoir faire un test ADN. Il y a des pays où les tests de paternité faits par les enfants, par les adultes, sont de libre accès. Il y a le fait de penser qu'il y a quelque chose de brutal, de peut-être un peu réducteur, de peut-être un peu biologisant, comme vous le disiez, à vouloir à tout prix connaître l'identité. Donc je crois que la vraie question pour moi, ce n'est pas tellement avoir accès, qui m'a donné un rein, de quel don de gamètes suis-je né, c'est est-ce que les relations, au fond, est-ce que l'anonymat n'est pas une garantie du fait qu'il y a véritablement don et pas contrat? Oui, je suis entièrement d'accord. Et évidemment, on ne remet absolument pas en cause le principe d'anonymat en matière de don d'organes et de produits du corps humain en général. Pour diverses raisons. D'abord parce que cet anonymat, c'est la garantie du respect du principe de gratuité qui est fondamental dans notre droit. Et ensuite parce qu'on sait que la personne qui va recevoir, le receveur qui va recevoir le don ou le produit l'acceptera bien mieux et que l'anonymat l'aide à faire que cet organe devienne sien, à l'intégrer à son propre corps, ce qui n'a rien d'évident. Simplement, et c'est ce qui rend la question si difficile, et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a à mon avis que des opinions, qu'on justifie chacun à l'aide de nos connaissances scientifiques, ce qui rend la question terriblement difficile en matière de don de gamètes, c'est que ça ne se passe pas entre donneur et receveur. Il y a une troisième personne, l'enfant, qui va naître de ce don. Et c'est ce qui change sensiblement, voire fondamentalement, la donnée du débat. Et face à ces enfants que nous avons en quelque sorte aidés à venir au monde en admettant, en encadrant, même par la promotion de certaines de ces pratiques, est-ce qu'on leur doit certainement le bien-être? Alors, est-ce que ce bien-être passe ou non par l'accès à leurs origines? Bon, pour moi, je vous disais tout à l'heure, le seul point non négociable, c'est leur demande. Aujourd'hui, ces enfants sont majeurs, parents, parfois peut-être même grands-parents. Voilà, mais ce qui change fondamentalement la donnée, c'est qu'en matière de don de gamètes ou d'embryons, le don ne se fait pas uniquement, enfin il se fait de donneur à receveur, mais il va en naître une personne. Merci. Je pense que je vais mettre fin là à... Non, c'est trop tard. Il est 13h02 et je sais que tout à l'heure, peut-être, nous pourrons revenir sur un certain nombre de questions. Vous pouvez poser des questions à nos intervenants plus en privé. Merci de votre attention et à tout à l'heure.